Jacob, bonjour. Bonjour Marlene. Donc vous êtes, je le disais, directeur des ateliers numériques d'Enedis, anciennement ERDF. L'actualité de Enedis, c'est le lancement des compteurs Linky, ça fait quelques semaines maintenant. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, Enedis Group, et pour les particuliers? Donc en effet, on est en pleine première phase de déploiement des compteurs Linky qu'on a démarré à la fin de l'année dernière. On est à peu près à 1 million de compteurs qui ont été déployés sur le terrain. Et on va, dans cette première phase qui dure à peu près cette année, faire 3 millions avant de continuer dans les années suivantes jusqu'à l'ensemble des foyers des Français. Donc, compteur Linky, déjà, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer un certain nombre de choses pour les clients parce qu'on apporte des facilités aux clients. Globalement, là où avant on devait se déplacer chez les clients, aller chez eux pour faire un certain nombre d'opérations, on pourra le faire à distance, c'est-à-dire le faire beaucoup plus vite et de le faire aussi moins cher. Je prends un exemple très concret, une mise en service dans un nouvel appartement, la prestation coûtera la moitié de ce qu'elle coûtait avant, c'est déjà un avantage. Ça, c'est pour les clients, il y a beaucoup d'autres services qu'on va pouvoir monter. Ensuite, ça change beaucoup de choses pour nous, parce que ça change globalement notre vision de ce que c'était que le réseau électrique. Avant, le bout du réseau, c'était aveugle pour nous, on ne savait pas ce qui s'y passait. Maintenant, avec le compteur Linky, on sait jusqu'au bout ce qui se passe. S'il y a une coupure, on le saura directement, alors qu'avant, il fallait qu'on attende que quelqu'un nous appelle pour dire qu'ils n'avaient plus le courant chez eux. Ça change énormément de choses dans notre manière de gérer opérationnellement ce réseau électrique et notre capacité à distribuer efficacement et de manière garantie l'électricité jusqu'au bout. Et puis, un compteur Linky, un compteur intelligent, c'est un objet connecté qui, si les clients le souhaitent, permet de capter énormément de données qui peuvent ensuite être utilisées derrière. C'est aussi énormément de data, d'informations que vous allez récupérer. Qu'est-ce que vous en faites de ces données? Alors, la data, globalement, en premier lieu, elle ne nous appartient pas. Elle appartient au client, c'est le client qui a les droits sur ces données. On utilise certaines données pour optimiser notre exploitation du réseau, mais notre principal rôle dans ce domaine va être de capter les données pour les clients quand ils le souhaitent, et ensuite de les redistribuer à l'ensemble des acteurs qui pourraient en profiter. Et là, il y a un monde d'opportunités qui va s'ouvrir devant nous. On va avoir, au lieu d'avoir globalement le comptage électrique qui est fait chaque fois qu'on fait une relève, ce qui se faisait quelques fois par an avant, on va pouvoir avoir des données à une maille beaucoup plus fine, identifiées beaucoup plus fréquemment. Ça va changer les choses pour les fournisseurs d'électricité qui vont pouvoir développer des offres où, par exemple, on peut tarifer différemment en fonction de l'heure de la journée, en fonction du jour de la semaine, en fonction de certains événements particuliers. Et puis, il y a des opportunités de développer des nouveaux services, des nouveaux modèles autour. Ces données, elles sont accessibles à tout le monde? Comment on peut faire pour y avoir accès? Alors, les données ne sont pas accessibles à tout le monde. Comme je disais, elles appartiennent aux clients et on est en train de construire les modèles pour les mettre à disposition des acteurs. C'est un sujet qui est assez complexe d'un point de vue réglementaire et surtout dans la protection de la vie privée des gens. Donc on ne va pas le faire n'importe comment, mais on est en train d'essayer d'explorer comment le faire de la manière la plus facile. Il y a des sujets juridiques et il y a des sujets technologiques. Peut-être juste un exemple, on a fait dans le cadre d'un hackathon qui était organisé par le ministère de l'écologie et de l'énergie, un hackathon autour de l'exploitation de ces données de consommation. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait apporté dans le cadre de ce hackathon un ensemble de jeux de données pour permettre aux équipes projets de travailler sur ces données et de vérifier, de valider les modèles de services qu'ils étaient en train de faire pour lancer ultérieurement des startups ou des activités sur ce type de sujet. Oui, parce qu'on pense évidemment à tous les développeurs, à tous ceux qui sont en train de réfléchir à faire des applications. Quelles opportunités il y a pour eux concrètement? Je suis un data scientist où voilà, j'ai juste envie de lancer une appli. Je me dis chouette, je vais avoir plein de données. C'est ça qui va se passer? Je peux vous appeler, vous dire bonjour, je voudrais avoir accès à toutes les données? Alors non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a un certain nombre de données qu'on va mettre à disposition, et d'ailleurs on a déjà commencé depuis à peu près un an à publier un certain nombre de données sur les réseaux, sur les consommations, sur les productions aussi, en open data. Donc on a un site qui s'appelle data.enedis.fr sur lequel on publie ces données. Et ensuite on va monter des mécanismes qui permettent à une start-up d'accéder à des données quand ils ont le consentement d'un client sur ses propres données. Donc c'est un mécanisme de consentement où on donne le droit à quelqu'un d'autre d'accéder à ces données. Après, on va aussi travailler sur de la mise à disposition de jeux de données qui permettent de développer des modèles, notamment des modèles d'analyse prédictive, des modèles de modélisation, éventuellement des modèles d'intelligence artificielle. J'entendais Carlos Diaz ce matin disant qu'il fallait absolument faire de l'intelligence artificielle. On va essayer de donner des données pour que les startups puissent en faire sur les données énergétiques. Je peux aussi quelques autres exemples justement qui étaient les projets gagnants lors de ce hackathon que j'évoquais tout à l'heure.
Il y a des données un projet assez simple qui s'appelle « Je comprends mon énergie », qui était un projet d'agrégation de différentes sources de données et de comparaison entre différents clients qui mettaient en commun leurs données pour permettre de faire des comparaisons. Est-ce que je consomme plus ou moins que d'autres personnes? Comment je consomme? Est-ce que je peux identifier quelles sont les sources de ma consommation? Donc globalement, un service d'information, de conseil sur le comportement énergétique. Il y a un autre projet qui était assez intéressant qui s'appelait Eclipse, qui était un mécanisme qui permet, quand on est en saturation du réseau ou en surconsommation du réseau, ce qui arrive un certain nombre de fois, notamment dans l'ouest de la France, qui permet à un utilisateur, un client, de diminuer volontairement sa consommation sur la base des mesures Linky, d'identifier qu'il l'a réellement fait et de rémunérer ensuite par un mécanisme de monnaie virtuelle ou autres activités cet acteur qui s'est volontairement effacé. Donc c'est ce type de projet qu'on voit évoluer et qu'on voit globalement se développer, qu'on va essayer d'aider à se développer dans notre rôle qui est de gérer le système de distribution et d'apporter des données pour que les startups puissent travailler. Donc concrètement, si vraiment moi j'ai une très bonne idée avec toutes ces données, que je vais aussi lancer une application, quelque chose comme ça, je peux vous contacter. Et comment vous allez, moi, m'aider en tant que jeune start-up, me sélectionner déjà, j'imagine, m'accompagner? Alors, on a différents mécanismes en cours. La première chose, c'est que vous prenez mon nom, vous mettez un ad devant, c'est Twitter, et vous pouvez, de toute façon, me communiquer quelque chose et on essaiera de revenir vers vous rapidement. On est chez Enedis en train d'industrialiser la manière dont on va travailler sur ce type de projet, à la fois sur les mécanismes d'accompagnement, et c'est un chantier qui ne s'arrête jamais, parce que c'est pas facile pour une grande entreprise comme nous de travailler avec des startups, même si on souhaite le faire et qu'on le fait déjà dans un certain nombre de cas. Et la troisième chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est comment est-ce qu'on monte une plateforme technologique facile à utiliser qui permet de monter ce type de modèle de manière totalement fluide. L'idéal pour nous, c'est, pour faire très simple, d'avoir à peu près l'équivalent d'un Facebook Connect qui permet de s'authentifier pour un client et de donner accès à des informations de manière transparente. On est encore en train de construire ces éléments et d'ailleurs on cherche aussi des startups qui ont ce type de besoin pour qu'avec eux on puisse co-construire ce genre de solution. Actuellement, vous êtes déjà en contact avec des startups? Alors, je vais prendre un exemple très concret puisque je les ai rencontrés tout à l'heure de l'autre côté, qui est Énergie et Perspective. Si vous ne les avez pas encore rencontrés, je vous incite à aller sur le stand pour voir le type de projet sur lequel ils travaillent. C'est un exemple d'acteurs avec lesquels on pourrait travailler sur ce type de modèle en leur permettant d'intégrer des données de consommation dans les modèles qu'ils utilisent pour conseiller les clients sur des travaux dans leurs différentes maisons. Combien environ de startups, avec combien de startups pour le moment vous êtes en contact? Alors on le fait lentement pour être sûr de bien pouvoir travailler avec eux. On est aujourd'hui sur une dizaine de startups sur lesquelles on travaille sur ce type de modèle. Ça, évidemment, c'est un scénario. On travaille sur plein d'autres scénarios aussi, avec des startups, avec l'innovation, parce que les ruptures digitales, c'est pas que Linky chez Enedis. Et justement, quelles autres opportunités il y a pour les startups? Oh, merci de me poser la question. Donc, c'était même pas prévu. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu dans le secteur. Linky est évidemment un élément important qui s'inscrit plus globalement dans une tendance de fond qu'on va appeler Smart Grid, qui est le développement de l'intelligence et de l'informatisation et de l'automatisation sur le réseau électrique. On met sur l'ensemble du réseau de plus en plus de capteurs, de plus en plus d'automates et de plus en plus d'intelligence pour que les infrastructures soient gérées et exploitées de manière automatique. Avant, on était globalement dans de l'électromécanique, très concret, très physique. On est de plus en plus dans un pilotage digital du réseau. Et ça aussi, c'est un champ d'activité qui est énorme. Parmi les domaines dans lesquels on travaille avec des acteurs externes, il y a de l'optimisation d'équilibrage du réseau. On fait des prévisions sur la consommation et la production. On fait des prévisions sur la situation du réseau pour être capable de le gérer au mieux. On a un autre travail en cours qui est assez important autour de la notion de maintenance prédictive, c'est-à-dire l'analyse fine de l'ensemble des données qui remontent des capteurs, de l'historique sur les différents équipements, sur les incidents qui ont eu lieu, afin de pouvoir faire non pas de la maintenance quand ça tombe en panne, mais de la maintenance en anticipation des pannes et de la maintenance uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Alors, ça peut paraître un travail qui est un peu fastidieux, mais vu le volume d'équipements qu'on a aujourd'hui dans la couverture de la France, typiquement, si on prend un exemple qui est le poste de transformation qui va vers la basse tension pour les clients finaux, il y en a 700 000 en France. Améliorer l'activité de maintenance, d'intervention sur ces équipements assez rapidement, c'est quelque chose qui est très rentable. Et donc on a un vrai potentiel opérationnel d'amélioration par ce type d'activité. Et on cherche à travailler avec les meilleurs acteurs qui ont des capteurs
qui sont les plus performants, les moins chers possibles, sur des infrastructures de collecte de données, sur des gens qui travaillent sur les algorithmes, sur les modélisations de réseaux, pour être capable d'améliorer au mieux ce type d'activité. On a l'impression que vous lancez carrément un appel, vous avez des besoins, il y a des opportunités, il y a du boulot, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça en a l'air, dans le sens, comment vous faites pour travailler avec les startups ? Très concrètement, est-ce que vous jouez vraiment le rôle d'accompagnateur, incubateur ? Est-ce qu'il y a un jury avant qui présélectionne ? Comment ça se passe ? On a plusieurs modèles, et effectivement, ce n'est pas si simple que ça. Bien évidemment, une start-up va être en concurrence avec des idées et des projets internes. On est une grande entreprise, ça se saurait s'il n'y avait pas des gens qui pensaient avoir déjà trouvé la solution, et l'ouverture d'esprit, la capacité à penser que quelqu'un à l'extérieur pourrait trouver une meilleure idée plus rapidement, c'est toujours difficile, quelle que soit la culture, l'habitude d'une entreprise. Je pense qu'on progresse sur ce sujet. Je faisais une intervention ici l'année dernière où je parlais déjà de ce type d'activité, et depuis, on fait beaucoup de choses. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé l'année dernière un concours de start-up, qu'on appelait concours start-up réseau électrique intelligent, dans lesquels on a identifié sur 8 thématiques différentes des start-up dans l'ensemble des régions de France. On a sélectionné en tout 25 start-up qui étaient gagnants de chacune de ces thématiques. Il y a une région bizarrement qui a fait 4 et pas 3. 4 fois, voilà, 25. Et on est en train actuellement de mener des expérimentations ou des POC avec chacune de ces start-up. Ça, c'est un mode d'engagement, c'est-à-dire qu'on organise sur des sujets, des thématiques, des concours ouverts avec un jury sélectionné à des niveaux de maille, soit national chez Enedis, soit niveau régional. Et ensuite, on va organiser une expérimentation et un POC avec eux. On a d'autres activités. On a une activité qui est plus fortement d'open innovation, de recherche de start-up, dans laquelle on a un certain nombre de gens qui, sur des sujets spécifiques, vont suivre les différentes activités et innovations des startups qui se créent pour être capables de trouver de nouvelles idées, de meilleures idées, à la fois en France, évidemment aussi à l'international. Il y a beaucoup de sujets derrière. Et on va faire des analyses de ce flux de nouveaux acteurs pour essayer d'identifier des candidats potentiels de collaboration. On a aussi des activités d'investissement. On le fait de manière limitée pour le moment, mais dans un certain nombre de cas, nous investissons de manière directe ou indirecte dans ces startups. Et puis, on a une activité qu'on développe de plus en plus selon un principe assez simple, c'est que la vérité est sur le terrain. Plus on est proche du terrain, plus on est dans la vraie vie de l'opportunité de l'amélioration potentielle. Et donc, on développe ce qu'on appelle une innovation collaborative ou participative ou innovation collaborative ouverte. La terminologie est encore un peu floue, dans lequel on essaye d'accompagner nos opérationnels terrain dans les idées qu'ils ont, les contacts qu'ils ont, les opportunités qu'ils ont pour faire monter du bas des projets qu'on va ensuite pouvoir potentiellement industrialiser et déployer plus largement. Et là, j'ai à peu près résumé les différents modèles. Ensuite, non, ce n'est pas si simple que ça. On a un grand travail de notre côté, je pense, pour expliquer nos métiers. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui savent comment fonctionne un distributeur électrique comme Enedis? C'est noir, tout le monde dort? Non, d'accord. Ah oui, non mais il vient de chez nous, je pense, lui. Et si je dis ERDF, ça marche mieux? Non, c'est pareil. Donc, on a un vrai travail d'explication, de présentation de nos métiers. Il y a des métiers qui sont bien connus, typiquement ici, le marketing en ligne, la pub, l'e-commerce. Il y a plein de gens qui connaissent. Nos métiers, qui sont des métiers très techniques, très opérationnels, avec peu d'acteurs, on a un grand travail de présentation, de partage, aussi de transparence. C'est pas facile d'expliquer à des gens à l'extérieur qu'en fait, ce sujet-là, on est vraiment très, très mauvais dessus. Mais c'est en même temps, c'est quand on commence à s'ouvrir comme ça qu'on va identifier des vraies opportunités. Une vraie innovation avec une start-up, c'est une jonction entre un besoin, quelqu'un qui a une solution, mais les deux sont quasiment jamais alignés au début. Et ça, c'est un vrai travail qu'on fait de plus en plus et qu'on essaye de faire le plus près du terrain aussi, en prenant des techniciens opérationnels qui parlent de leur métier avec des start-up externes. Oui, vous devez aussi vous adapter aux startups. Ce n'est pas que les startups qui doivent s'adapter à vous. Vous devez aussi être plus concret, justement. C'est aussi pour ça que vous êtes là, pour dire. Est-ce que vous avez donc un message à leur passer à ces startups, parce qu'elles peuvent venir vous voir tout à l'heure? Alors, les startups peuvent venir me voir ou venir voir aussi les différents acteurs Enedis dans leur région. Enedis est organisé en 25 directions régionales. Il y a une qui est Pays de la Loire. Il y a un stand de l'autre côté aussi, donc vous pouvez aussi aller sur ce stand, dans lesquels on a des personnes qui vont identifier, accompagner donc des startups
pour les aider à identifier des opportunités. Et on va essayer de faire ce maillage vraiment terrain pour le faire. Je suis à Paris habituellement, je suis très loin des choses, même si je fais beaucoup de choses, que j'accompagne des projets. Plus on est proche du terrain, plus on est près de l'opérationnel, finalement, plus efficace c'est. Et oui, en effet, nous devons aussi nous adapter dans nos processus, dans la manière de faire des partenariats, de ne pas mettre 6 mois à organiser un contrat ou une protection de propriété intellectuelle, des mécanismes d'achat qui correspondent aux vrais besoins des startups. On est en train d'expérimenter un nouveau modèle d'achat totalement différent du processus standard qui permet de faire des achats ou des partenariats innovants avec des acteurs innovants, start-up, recherche, et qui va nous permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide sur ce type de scénario. Il y a un mot à la mode que vous n'avez pas du tout utilisé, c'est le mot, et vous avez fait exprès, je pense, c'est le mot incubateur. C'est pourtant, on n'arrête pas d'entendre parler, c'est très à la mode de dire on a créé un incubateur, et en fait, ça ne marche pas. Alors, c'est pas que ça ne marche pas. Enfin, je ne pense pas. C'est que ça évolue. J'étais, avant de travailler chez Enedis, chez un grand acteur américain qui avait organisé des incubateurs il y a déjà 6-7 ans. Ça marchait très bien, les incubateurs, à cette époque-là, parce que ça répondait à une demande et il y avait un vrai besoin, parce que c'était difficile pour une start-up de trouver des locaux, de trouver des gens qui pouvaient un peu les accompagner sur de la logistique, de l'infrastructure et des partages avec d'autres start-up qui avaient les mêmes types de problèmes. Ensuite, il y a eu une prolifération d'incubateurs. Personnellement, je pense qu'il y a une offre d'incubateurs qui est beaucoup trop importante et je n'ai aucune envie de lancer un incubateur pour essayer de désespérément aller chercher des startups qui voudraient bien se mettre dedans alors qu'il y a d'autres offres qui existent. L'autre chose, c'est le modèle incubateur est globalement en remplacement par le modèle accélérateur. Encore une fois, on fait un peu dans la sémantique, mais cette notion de « je ne suis pas juste là pour héberger et apporter des compétences à la demande », mais pour emmener une start-up dans un processus d'accélération relativement structuré avec un certain nombre d'étapes à franchir, ce qui correspond aussi beaucoup mieux à la maturation d'une start-up, avec des étapes à franchir, de libération de financement quand on atteint certains thèmes, et dans lesquels on s'assure qu'au bout d'un temps donné, 3 mois, 6 mois, la start-up, soit on a validé son projet, concrétisé son projet, soit on ne l'a pas encore, soit on a éliminé finalement l'opportunité, on passe à autre chose. C'est un modèle qui semble plus en adéquation avec les besoins du moment. C'est aussi beaucoup plus difficile à faire. Il y a un certain nombre d'acteurs qui existent sur le marché aujourd'hui, principalement à Paris, mais on commence à les voir ailleurs. Est-ce que nous allons nous mettre là-dedans? Je ne pense pas qu'Enedis va créer ce type d'acteurs. Globalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va se mettre en partenariat avec des incubateurs et des accélérateurs qui existent sur le territoire. Je pense à Nantes, par exemple, où globalement, on travaille avec la cantine. On va le faire de plus en plus en s'assurant d'être immergé là où le travail se fait, plutôt que d'essayer d'emmener les gens à nous. Et ça correspond aussi à notre besoin. On a plus besoin de s'ouvrir aux autres, d'aller vers les autres, que d'essayer de les emmener dans nos bureaux, où finalement, on va plutôt les étouffer que nous s'enrichir. Vous vous transformez justement en interne. Est-ce que ça change l'organisation même d'Enedis, ce grand groupe? Est-ce que ça change tout en ce moment ou pas? Alors, c'est compliqué de faire bouger un mammouth? Non, c'est pas compliqué, c'est long. On a la chance d'avoir une vraie envie de le faire, ce qui facilite énormément de choses. Ensuite, oui, c'est un grand groupe et ça prend du temps. Rien que de prendre un certain nombre de gens, de prendre des gens qui sont des opérationnels terrain et de les sortir de leur environnement pour les mettre dans des séances de créativité, dans un incubateur ou un accélérateur, de les faire rencontrer des gens qui sont d'un monde différent, avec des idées différentes, des perspectives différentes, ça change énormément de choses. On essaye aussi en interne de développer des pratiques qui sont plus les pratiques du monde du digital, du monde des startups, en travaillant sur des cycles courts. On travaille de plus en plus sur l'ensemble des projets qu'on mène avec des approches de design thinking, où on est en design d'abord, en design avec les utilisateurs, en validation avec les utilisateurs, avant de revenir dans l'industrialisation. Donc oui, on change en organisation, mais bien entendu, c'est quelque chose qui est long. Plus on est en contact, en interface, en enrichissement avec l'extérieur, plus on va pouvoir le faire de plus en plus vite. Si on veut vous rencontrer, Jacob Hartung, ça se passe juste dans les coulisses, donc sous les nefs. Je crois qu'il y a un stand, donc on peut facilement aller vous parler tout à l'heure. Donc si vous êtes une start-up, si vous avez juste une idée, une bonne idée que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à aller voir Jacob Hartung ou Twitter, encore plus simple. Twitter ou mon email, mais qui est avec mon prénom, mon nom, @enedis.fr.
sachant que quand même je fais du digital, le digital ça marche, c'est plus sûr. Enedis qui est donc le nouveau nom de ERDF depuis 2 semaines, il va falloir s'y faire. Et puis tout ce qui est justement voilà, les relations entre les grands groupes et les startups, quelles opportunités il y a, on va en reparler cet après-midi avec la SNCF, ça se passera il me semble à 17h ou 17h30. On va aussi en parler avec la marque Citroën qui s'est associée à Trip and Drive, tout ça pour dire que voilà, c'est une vraie tendance des grands groupes de changer leur manière de travailler, de s'associer aux startups, et il y a des opportunités, on vient d'en parler avec vous, on va en parler aussi tout à l'heure. Merci Jacob Hartung et merci à tous. Merci beaucoup.